Bonjour, je m'appelle Sally et on est parti pour une petite capsule de culture générale. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi sombre que fondamental. Comment des dictatures d'une brutalité qu'on n'avait jamais vue ont pu naître et grandir en plein cœur de l'Europe, juste après la Première Guerre mondiale. Allez, c'est parti, on plonge dans cette période trouble. Pour tout comprendre, il faut revenir au point de départ, la fin de la Grande Guerre. Ce conflit n'a pas seulement laissé des millions de morts derrière lui. Il a, comme le dit si bien l'historien George Moss, littéralement brutalisé les sociétés. L'idée, c'est que la violence de masse, vécue au quotidien pendant 4 ans, est devenue quelque chose de normal, de banal. Et cette violence, eh bien, elle ne va pas s'arrêter avec l'armistice. Non, elle va s'infiltrer partout, et surtout, elle va complètement empoisonner la politique. En fait, à la fin de la guerre, ce qui domine, c'est un sentiment très amer. Un mélange de colère, d'humiliation, de frustration qui s'étend sur tout le continent. C'est sur ce terreau, on va dire, que les idées les plus extrêmes vont pouvoir germer. On a 2 exemples parfaits pour illustrer ça. D'un côté, l'Allemagne. Le traité de Versailles est perçu comme un diktat, une humiliation pure et simple imposée par les vainqueurs. De l'autre, l'Italie. Alors oui, l'Italie est dans le camp des gagnants, mais on y parle de victoire mutilée. Pourquoi? Parce qu'on estime avoir été floué, ne pas avoir reçu tous les territoires promis par les Alliés. Dans les 2 cas, le résultat est le même. Un sentiment de trahison profond qui va nourrir un nationalisme de plus en plus agressif. Et face à ce mécontentement général, deux nouveaux mouvements politiques extrémistes vont émerger. Ils se présentent comme les seuls à pouvoir laver l'humiliation et restaurer la grandeur de la nation. Et leur ascension, vous allez voir, va être d'une rapidité et d'une brutalité effrayantes. Prenons le cas de l'Italie avec Mussolini. C'est un cas d'école. Son parti fasciste ne gagne pas vraiment les élections pour arriver au pouvoir. Non. Sa méthode, c'est la violence, c'est l'intimidation, notamment avec ses milices, les fameuses chemises noires. Le coup de force, c'est la marche sur Rome en 1922. C'est un gigantesque coup de bluff et une démonstration de force qui fait paniquer le roi, qui, pour éviter un bain de sang, finit par nommer Mussolini Premier ministre. Le pouvoir a été conquis par l'intimidation, pas dans les urnes. Et ce qui s'est passé en Italie, ça va faire tache d'huile. Les dominos vont tomber les uns après les autres à une vitesse folle. 1922, Mussolini. 7 ans plus tard, en 1929, c'est Staline qui devient le maître absolu et incontesté de l'URSS. Et à peine 4 ans après, en 1933, c'est au tour d'Hitler de devenir chancelier en Allemagne. En à peine plus de 10 ans, le visage politique de l'Europe a complètement changé, il est devenu méconnaissable. Pour Hitler, en Allemagne, une occasion inespérée va se présenter. En février 1933, le Parlement allemand, le Reichstag, prend feu. L'origine est mystérieuse, mais peu importe. Le coupable idéal est tout désigné. Ce sont les communistes. Cet événement, c'est le prétexte parfait pour Hitler. Il décrète l'état d'urgence, suspend toutes les libertés fondamentales et en profite pour écraser toute opposition politique. En quelques semaines, c'en est fini de la démocratie allemande. En URSS, c'est un peu différent. La prise de pouvoir se fait plus de l'intérieur, de manière plus insidieuse. À la mort de Lénine en 1924, Staline n'est que secrétaire général du Parti communiste. Mais depuis ce poste, il va, de façon méthodique et absolument impitoyable, éliminer tous ses rivaux un par un. Le plus connu, c'est Trotsky, qui sera exilé puis finalement assassiné. En 1929, il n'y a plus personne pour lui faire de l'ombre. Il est le maître unique et tout-puissant du pays. Bon, maintenant qu'ils ont le pouvoir, qu'est-ce qui caractérise ces régimes? Ce qui est à la fois fascinant et absolument terrifiant, c'est de voir à quel point ils se ressemblent. Ils sont tous construits sur le même plan, la même architecture du pouvoir. Le modèle est d'une simplicité redoutable et on le retrouve partout. Chaque régime s'appuie sur 3 piliers. Premièrement, un culte de la personnalité poussé à l'extrême autour d'un chef unique, le Dutsch, le Führer, le Vojt. Deuxièmement, un parti unique qui contrôle absolument tout. Et troisièmement, la terreur, organisée et distillée par une police secrète omniprésente et sans pitié, l'OVRA en Italie, la Gestapo en Allemagne ou le NKVD en URSS. C'est une structure diaboliquement efficace qui centralise tout le pouvoir et rend toute opposition organisée, quasi impossible. Et attention, ce contrôle n'est pas seulement physique, il est surtout mental. C'est un véritable lavage de cerveau permanent, une propagande tous les instants, une censure totale des journaux, de la radio, et bien sûr, l'interdiction pure et simple de toute forme d'opposition. Le but, ce n'est pas juste de contrôler ce que les gens font, c'est de contrôler ce qu'ils pensent. Mais en réalité, l'ambition de ces régimes est encore plus folle. L'objectif ultime, le projet de fond, c'est de remodeler l'être humain lui-même, de créer de toutes pièces un homme nouveau, un homme qui serait parfaitement adapté à leur idéologie.
L'un des exemples les plus extrêmes et les plus glaçants de cette folie, c'est sans doute le programme nazi Lebensborn, littéralement la fontaine de vie. C'était ni plus ni moins qu'un programme d'eugénisme à grande échelle, géré par les SS pour fabriquer une future élite, une race des seigneurs, en planifiant la naissance d'enfants considérés comme ariens parfaits. C'est de l'ingénierie sociale dans ce qu'elle a de plus monstrueux. Et ce projet de créer un homme nouveau, il commence dès le plus jeune âge. Tous ces régimes mettent en place des organisations de jeunesse obligatoires pour formater les esprits. En Italie, il y a les Balila, avec leur slogan qui dit tout: croire, obéir, combattre. En Allemagne, les jeunesses hitlériennes. En URSS, le Komsomol. L'objectif est toujours le même: endoctriner les enfants pour s'assurer de leur loyauté absolue et inconditionnelle à l'État et à son chef. Évidemment, cette transformation de la société, elle ne se fait pas en douceur. Elle s'impose par la violence la plus extrême. En URSS, Staline lance la dékoulakisation, une véritable guerre contre les paysans un peu plus riches, les koulaks, qui seront déportés ou exécutés par millions. En Allemagne, le régime organise en 1938 la Nuit de cristal, un déchaînement de violence inouïe et coordonnée contre les Juifs dans tout le pays. La terreur n'est pas un accident, c'est un outil pour gouverner. Et cette agressivité, au début interne, va très vite se tourner vers l'extérieur. Les idéologies de ces régimes sont par nature expansionnistes. Elles vont donc, de façon presque mécanique, conduire l'Europe tout droit vers une nouvelle guerre. Hitler en particulier va s'amuser à démanteler le traité de Versailles pièce par pièce. Chaque violence est un coup de poker, un test pour voir jusqu'où il peut aller. Il rétablit le service militaire obligatoire, il remilitarise la Rhénanie, il annexe l'Autriche, et à chaque fois, que font les démocraties comme la France et le Royaume-Uni? Rien. Traumatisées par le souvenir de 14-18, elles laissent faire. Le sommet de cette politique de la faiblesse, ce sont les accords de Munich en 1938. La France et l'Angleterre cèdent à toutes les exigences d'Hitler et lui livrent un morceau de la Tchécoslovaquie sur un plateau en pensant acheter la paix. Cette politique, qu'on a appelée l'apaisement, est tout de suite dénoncée par Winston Churchill avec cette phrase terrible de lucidité: « Vous avez préféré le déshonneur à la guerre, vous aurez le déshonneur et la guerre. » Il avait tout compris. Et puis arrive le coup de théâtre final, l'événement que personne, absolument personne n'avait vu venir. Le 23 août 1939, le monde apprend, stupéfait, que les deux pires ennemis idéologiques de la planète, l'Allemagne nazie d'Hitler et l'Union soviétique de Staline, viennent de signer un pacte de non-agression. C'est un véritable tremblement de terre diplomatique. Mais ce que le grand public ne sait pas, c'est que ce pacte contient des clauses secrètes. Des protocoles qui ressemblent plus à un partage de butin entre gangsters qu'à un traité diplomatique. Sur une carte, Hitler et Staline se partagent froidement l'Europe de l'Est, et notamment la Pologne. Pour Hitler, ce pacte, c'est le feu vert qu'il attendait pour lancer son invasion. La suite est inéluctable. Une semaine à peine après la signature du pacte, le 1er septembre 1939, les blindés allemands déferlent sur la Pologne. Cette fois, c'est la fois de trop. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. 20 ans seulement après la fin de la Der des Der, le monde bascule à nouveau dans l'horreur. Comprendre comment ces régimes ont pu naître et prospérer, ce n'est pas juste une leçon d'histoire. C'est aussi une façon de nous rappeler à quel point nos propres démocraties peuvent être fragiles. Et ça nous laisse avec une question essentielle, aujourd'hui encore: quels sont les signaux avant-coureurs, les fameux signaux faibles, qui nous alertent qu'une démocratie est en train de vaciller ?